Bonsoir à tous et bonjour à tous et bienvenue à un autre preview pour la saison 2022-2023 de la LNH. Et cette fois-ci, on s'attaque aux Big Bad Bruins. Les Bruins de Boston, c'est une organisation qu'on va se dire est assez impressionnante parce que c'est une organisation qui est tellement stable au niveau de ses performances. Malgré le fait que l'équipe a vu son gardien de but partant des dernières, peut-être la dernière décennie, Tuukka Rask, mettre fin à sa carrière parce que bon, il a essayé de faire un comeback, mais ça n'a vraiment pas marché. Trop de douleur de son côté. Donc, bref, on perd quand même un atout qui était un atout important au niveau de l'organisation, en tout cas Rask, mais on a eu la chance d'avoir peut-être un des meilleurs tandems de la Ligue nationale. On parle ici du fameux tandem qui aime tellement se faire des câlins en Jeremy Swayman et Linus Ullmark. Fait que ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant du côté des Bruins parce que même si on a perdu Tuukka Rask, on a quand même réussi à colmater cette brèche-là. Du côté des défenseurs, c'est sûr que la perte il y a de cela quelques années de Zdeno Chara avait fait un trou, mais on avait la chance d'avoir le jeune Charlie McAvoy, qui est un joueur qui est très impliqué physiquement, qui aime ça, se porter à l'attaque. C'est pas un défenseur all-offense, mais quand même, il aime ça, appuyer l'attaque de temps en temps. Donc, c'était un gars qui était capable d'être le général à la défensive pour l'organisation. Fait qu'on avait réussi quand même à colmater cette brèche-là. Un point d'interrogation, à mes yeux du moins, était la perte de David Krejci. David Krejci, qui avait, sauf erreur de ma part, je pense qu'il n'avait même pas reçu d'offre de contrat. Fait que lui, il avait décidé, fidèle à l'organisation des Bruins, hors de question que je joue dans une autre équipe de la LNH, il a décidé d'aller jouer en Tchéquie. Si je ne fais pas erreur, c'est comme ça qu'on appelle le pays à cette heure. Donc, de retourner finalement jouer dans son pays d'origine parce qu'il voulait jouer au moins une saison devant ses proches alors qu'il était encore un joueur actif. Alors, David Krejci a fait ça. Mais ça n'a pas fait le bonheur de tout le monde. La rumeur veut que David Pastrnak a très mal vécu l'attitude de l'organisation des Bruins et entre autres l'attitude du directeur général Don Sweeney à l'égard de Torrey Krug qu'on n'avait pas renouvelé et de David Krejci qu'on n'avait pas renouvelé. Alors David Pastrnak a commencé à faire des menaces comme quoi il serait peut-être pas intéressé de prolonger avec les Bruins de Boston, ce qui complique un tantinet les choses considérant que c'est l'avenir. C'est un de leurs éléments les plus importants au niveau offensif. S'il fallait qu'il parte, ça aurait été difficile. Et là, on garde le directeur général, qui finalement va re-signer David Krejci, mais on renvoie Bruce Cassidy. C'est plus facile de renvoyer un entraîneur. Bon, bref, les Bruins de Boston arrivent avec un nouvel entraîneur cette année, c'est Jim Montgomery. Dans son cas, on parle d'un entraîneur quand même d'expérience. Je ne dirais pas que c'est nécessairement un mauvais move, mais l'équipe avait quand même pas mal fait. Fait que je suis pas certain à 100% que le renvoi de Bruce Cassidy était la meilleure des options, mais c'est l'option qu'on a décidé d'opter du côté de Don Sweeney. Il n'y a pas nécessairement eu de très grosse acquisition. Tu as peut-être Zaka qui peut être vraiment intéressant pour l'organisation, mi-vingtaine, un jeune qui peut encore se développer. Ça peut être intéressant, mais sinon, il n'y a pas nécessairement eu de grosses acquisitions. On garde quand même le même noyau qu'on avait l'année passée. En 2020-2021, les Bruins de Boston, ça c'est en 56 matchs. On parle d'une saison écourtée. 33 victoires, 16 défaites, 7 défaites en prolongation et 73 points. Donc en 56 matchs, 73 points, c'est quand même très respectable. Au niveau de la saison 2021-2022, on parle de 52 victoires, 26 défaites et 5 défaites en prolongation, 107 points. C'est quand même une bonne saison. C'est peut-être pas la meilleure équipe de la Ligue, mais c'est une très bonne saison quand même dans son ensemble. Puis assez surprenant de voir que Patrice Bergeron, qui gagne en âge, est toujours performant. Sinon, en termes de moyenne de buts marqués, on parle de 3,09, ce qui est quand même une très bonne moyenne de buts marqués. Une moyenne de buts encaissés de 2,66, ce qui est la quatrième meilleure défensive de la Ligue nationale. Donc, honnêtement, l'organisation a une bonne moyenne de buts marqués, une bonne moyenne de buts encaissés, ce qui leur donne une chance de gagner à tous les soirs. Et c'est une organisation qui s'en sort bien aussi en unité spéciale. Une moyenne, un avantage numérique à 21,2% d'efficacité et un désavantage numérique à 81,3%. C'est pas les meilleurs, mais c'est quand même des bonnes unités spéciales. Fait que dans l'ensemble, on connaît quand même relativement une bonne saison. Ce qui est décevant, les séries éliminatoires. Mais en même temps, tu sais, on a fait face quand même au Hurricane. C'est quand même pas un poisson qui est facile à pêcher, mettons. Au niveau de la conférence de l'Est, on a terminé au 6e rang. Au niveau de la Ligue nationale, on a terminé au 10e rang, donc dans le premier tiers de la Ligue quand même. Et on a été éliminé en première ronde contre les Hurricanes de la Caroline. Mais les Hurricanes de la Caroline, on pourrait quand même dire que c'est une organisation qui peut être prétendante à la Coupe Stanley. Là, c'est sûr qu'il n'y avait pas leur gardien de but, Frederick Anderson, mais je pense quand même que c'est une très très bonne organisation. Donc il n'y a pas de honte à t'avoir fait battre par les Hurricanes. Sauf que dans les faits, c'est que cette organisation-là a des joueurs qui gagnent en expérience et qui vieillissent avec le temps et qu'il faudrait peut-être qu'on gagne rapidement. C'est peut-être ça le point d'interrogation. Est-ce qu'on vise une autre Coupe Stanley pour Bergeron? Je ne le sais pas. Mais il faudrait peut-être que ce soit
un petit peu plus rapide. Bon, enfin bref. Le meilleur en termes de buts l'année passée aura été David Pastrnak avec une belle saison de 40 buts. Le meilleur en termes de points aura été Brad Marchand avec 80 points. Et le meilleur défenseur à caractère offensif aura été Charlie McAvoy. En 78 matchs, il a 56 points et un différentiel plus-moins de plus 31. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les meilleurs ont été bons l'année passée. Puis une chose qui est intéressante, c'est l'arrivée de Taylor Hall a quand même relativement bien été. On parle ici de 61 points 81 matchs côté de Taylor Hall. Ça a été quand même une bonne saison dans son ensemble, considérant qu'il n'était pas considéré comme étant le premier. Donc, si je ne fais pas erreur, je pense que c'est Marchand qui était ailier gauche. Fait que, en n'ayant pas le premier sur la première unité, le premier sur le premier avantage numérique, 61 points, 81 matchs, c'est quand même pas mauvais. Je pense que c'est quand même relativement bien de ce côté-là. Ça, c'était intéressant. Et puis sinon, on a fait l'acquisition aussi, je pense en fin d'année ou en trois quarts d'année, quelque chose en même, de Lindholm qui lui arrivait de Anaheim, 27 points en 71 matchs, qui a quand même une bonne saison, qui semble avoir fait une belle adaptation. Fait que, honnêtement, il y a des choses qui ont été rajoutées à l'organisation l'année passée qui ont l'air d'avoir quand même plutôt bien marché. Et là, à savoir, les éléments qui ont été changés ne sont peut-être pas des gros éléments, donc il ne devrait pas avoir de problème au niveau de la chimie de l'organisation majeure. C'est sûr qu'il y a l'absence de joueurs majeurs, ça c'est autre chose, mais bon. Puis David Krejci, ben, je pense qu'il connaît assez bien l'équipe. Il a joué une couple d'années là quand même. Maintenant, on va y aller ici avec les espoirs à la coupe.ca. C'est des espoirs, en fait, qui sont les plus proches d'atteindre la LNH, ce qui ne veut en aucun cas dire qu'ils vont atteindre la LNH dès cette année. Pour ma part, j'ai introduit un des joueurs au niveau de mon alignement proposé ici, qui fait partie des espoirs, mais sinon, c'est des gars qui, advenant des blessures et ainsi de suite, pourraient peut-être rejoindre la LNH. Alors, je vous invite à aller sur le alacoupe.ca pour lire le texte qui va être beaucoup plus en profondeur de notre chroniqueur Anthony Saint-Amand, qui y va avec des détails qui sont intéressants concernant ces trois jeunes-là. Alors, alacoupe.ca pour le texte des trois espoirs. Alors, on va commencer ici par Oscar Steen, 24 ans. C'est un joueur de centre qui a évolué majoritairement dans la Ligue américaine l'année passée. En 49 matchs, il a 15 buts, 20 passes pour 35 points. Dans son cas, à lui, on parle d'un petit joueur d'énergie, mais c'est un gars qui va peut-être avoir plus d'émissions à caractère défensif. Et c'est la raison pour laquelle moi, je l'ai introduit dans mon alignement. C'est parce que je pense que c'est à peu près là où on a une place, disons, de libre pour un jeune dans l'alignement. Fait qu'à ce moment-là, si c'est un gars qui peut jouer avec des missions plus défensives, un gars d'énergie en plus, je pense que ça fit parfaitement dans mon bottom six ici. Puis c'est à peu près les espaces que je pense qu'on a de libre que les espoirs peuvent espérer avoir. Les espoirs peuvent espérer avoir. Un petit jeu de mots. OK, ensuite de ça, on a Jack Stunica, 23 ans, un joueur de centre. Il a joué majoritairement dans la Ligue américaine l'année passée. 41 points en 35 matchs. C'est quand même bien. C'est un gars qui fait une couple d'années que moi je vois dans mes espoirs qui peuvent faire la LNH. Si je me fie à ce qu'on a mentionné sur le alacoupe.ca, eh bien c'est un joueur à caractère offensif qui tarde à se développer. Mais effectivement, 41 points en 35 matchs dans la Ligue américaine, c'est un gars que tu te dis qu'il pourrait peut-être jouer dans la LNH. Mais est-ce que c'est intéressant si ton spot que tu as disponible, c'est sa quatrième ligne? Est-ce que c'est intéressant de lui le faire rentrer quatrième ligne? C'est une question qui se pose. Je ne sais pas si vraiment c'est ce qu'il y a de best pour lui. Et on termine le tout avec Fabien Lissel, 19 ans. C'est un allié droit qui, de mémoire, je pense qu'il peut jouer au centre aussi, qui lui a joué au niveau de la WHL l'année passée en 53 matchs. Il a 22 buts, 40 passes pour 62 points. Un jeune homme de 19 ans qui fait plus d'un point par match, c'est quand même relativement bien. Mais je pense que dans son cas, à lui, le plan est de retourner. Ouais, c'est ça. Donc lui, il devrait théoriquement retourner dans la WHL cette année. C'est un gars qui est connu comme étant un excellent passeur et un bon manieur de rondelle. Mais il n'y a pas grand chance qu'on le voit dès cette année, mais c'est un gars quand même qu'on considère être proche d'atteindre la LNH. Alors l'alignement que vous voyez ici, c'est un alignement que je vous propose. Ce n'est pas un alignement qui est sondé, exemple, dans les médias ou ce n'est pas un alignement qui a été fait par les coachs. C'est juste quelque chose que je vous propose, considérant qu'il y a des blessures qui sont colossales du côté des Bruins de Boston, ou du moins pour commencer la saison, qui sont des blessures colossales. On pense bien entendu à Brad Marchand, qui théoriquement ne devrait pas commencer la saison. Son retour est prévu probablement aux alentours des fêtes. Sensiblement la même chose pour Charlie McAvoy et pour Grzelcyk. Dans son cas à lui, Grzelcyk, c'est que lui, non, je me rappelle plus. Ok, ben, je pense que les trois, c'est à peu près dans le même temps. Mais j'ai oublié concernant Grzelcyk, par contre, sa blessure, c'était quoi. Mais c'est peut-être pas un joueur qui est... Ben, il pourrait être un joueur top 4, je pense. Je pense qu'il pourrait aisément être utilisé sur la deuxième paire.
Ouais, fait que c'est quand même deux gars qui peuvent être top 4 ici, puis assurément un joueur de première ligne pour ce qui est de Brad Marchand. Fait que c'est des blessures qui sont des blessures très importantes. Mais ça donne la possibilité à d'autres joueurs de se faire valoir, puis c'est là-dessus où moi j'ai commencé à m'amuser avec ça. Fait que bref, on y va ici avec la première ligne. Pour ma part, moi je vois pas vraiment d'intérêt de séparer Bergeron et Pasternak. Je sais que ça peut se faire, je sais qu'il y a des gens qui projettent Pasternak sur la deuxième ligne. Pour ma part, moi je trouve que Bergeron-Pasternak, ça allait relativement bien par le passé. J'essaye de maintenir cette unité-là. Alors, j'y vais avec Taylor Hall que je vais fitter là-dedans. Je me dis, Taylor Hall, écoute, il a déjà été dominant, ben, en tout cas, quand il a joué avec les Devils de New Jersey, ou même il avait connu des bonnes saisons avec les Oilers. Fait que je pense qu'il peut jouer sur un premier trio. Quitte au pire, on peut peut-être aussi aller chercher Zaka, qui lui, il jouait où déjà, Zaka? Il jouait avec les Devils de New Jersey l'année passée. C'est un gars qui pourrait aussi être intéressant au niveau de ton top 6. Fait que, tu sais, je me dis, lui, en tant que tel, il est mi-vingtaine. Il peut encore peut-être produire un peu plus. Peut-être aussi avec une autre type d'organisation, il va peut-être être plus productif. J'en ai aucune idée. Mais je commence avec Taylor Hall, 61 points en 81 matchs l'année passée, qui est mon ailier gauche de mon premier trio, que je fais jouer avec Patrice Bergeron, qui ne rajeunit pas, mais qui performe quand même. Voilà. 65 points en 73 matchs l'année passée. Et je complète le tout avec David Pasternak. Lui, c'est 77 points en 72 matchs l'année passée, dont entre autres 40 buts. Une excellente saison pour David Pasternak. À savoir maintenant, est-ce qu'il va re-signer ou non l'année prochaine? Ça serait important d'après moi pour les Bruins. Puis je pense que d'ailleurs, la signature de David Krejci, c'est dans le but de l'amadouer un petit peu, parce que ça serait important de le garder à long terme, David Pasternak. Par la suite, on y va avec Pavel Zacha, 36 points en 70 matchs l'année passée. Dans son cas, à lui, de passer des Devils de New Jersey aux Bruins, peut-être que ça va l'aider au niveau de son développement ou au niveau de sa production, je ne sais pas. Mais c'est un gars, par contre, qui peut produire offensivement. Puis ça, je pense que ça peut être intéressant. Que je fais jouer avec David Krejci, qui lui jouait en Tchéquie l'année passée. 46 points en 51 matchs. C'est un gars qu'on a connu comme étant un centre un petit peu plus offensif, disons. C'est pas la responsabilité défensive que Patrice Bergeron peut avoir. Donc, je pense que ça peut être intéressant de le faire jouer avec des gars qui sont un peu plus offensifs, dont entre autres Zaka et Jake DeBrusk, 42 points 77 matchs. Je sais jamais vraiment quoi m'attendre de Jake DeBrusk, pour être honnête avec vous. Fait que c'est un gars qui il avait l'air d'avoir un très très bon potentiel offensif, mais c'est peut-être pas très très bon. C'est une bonne production, mais c'est peut-être pas très très bon. Fait que bref, je le fais jouer avec David Krejci et Zaka. Ensuite de ça, au niveau de la troisième ligne, j'y vais avec Trent Frederick, qui a 18 points en 68 matchs l'année passée. Dans son cas, à lui, ben, c'est un joueur, si je ne fais pas erreur, je pense qu'il est dans la mi-vingtaine. C'est un gars qui peut encore s'améliorer, mais je pense que c'est quand même un gars qui est bottom 6. Qu'on fait jouer avec Charlie Coyle, 44 points en 82 matchs l'année passée, ce qui est quand même pas mauvais. C'est quand même une bonne saison. Et par la suite, on y va avec Smith, 36 points en 74 matchs l'année passée. Au niveau de ma quatrième ligne, j'y étais avec le vétéran qui a beaucoup de leadership, mais qui, mon Dieu, là, le hockey est rendu rapide peut-être pour lui. Nick Foligno. Nick Foligno, c'est 13 points en 64 matchs l'année passée. C'est peut-être pas ce qu'on connaissait de lui dans ses belles années, mais ça reste un bon leader. Ça reste un gars qui est présent. Ça reste un gars qui peut être dérangeant. Ça reste quand même un apport important dans l'organisation, mais peut-être pas trop de minutes de jeu, mettons. Que je fais jouer avec Nosek, 17 points en 75 matchs l'année passée, et on intègre Oscar Steen, 24 ans, un centre qui a joué essentiellement dans la Ligue américaine l'année passée. C'est 6 points en 20 matchs dans la LNH pour sa part. C'est un joueur essentiellement d'énergie petit gabarit. Là, je suis obligé de mettre Brad Marchand en scratch, mais je pense que je ne sais pas s'il va être sur la liste des blessés à long terme. Assurément, il va être sur la liste des blessés, fait que je pense pas qu'il va être juste scratch. Là. Mais en tout cas, Brad Marchand, il faut quand même le mentionner. L'année passée, il avait quand même connu une saison de 80 points en 70 matchs. C'était une bonne saison pour la petite peste. Là, ça allait bien, mais malheureusement, la santé rattrape parfois. Au niveau des défenseurs, ben là, ouais, en tout cas, au niveau des défenseurs, j'y étais avec ce qui me semble être le plus logique. Donc, j'y vais avec Lindholm comme étant mon premier défenseur gauche. 27 points, 71 matchs l'année passée. Il a fini la saison avec les Bruins l'année passée. Puis ça avait l'air de savoir quand même bien passer. Fait que j'opte pour Lindholm sur ma première paire avec Carlo. Dans son cas, à lui, Carlo, c'est 15 points en 79 matchs l'année passée. Mais tu sais, idéalement, c'est vraiment Charlie McAvoy qu'on veut avoir sur notre première paire. Mais malheureusement, il ne commencera pas la saison. Dans le cas de Charlie McAvoy, l'année passée, c'est 56 points en 78 matchs. Puis même Grizzly, dans son cas, à lui, c'est quand même 24 points en 73 matchs qu'on vient de perdre. Fait que c'est... T'sais, vous faites le calcul comme vous voulez, mais il y aurait leur place amplement. Là. Par la suite, on y va avec Mike Riley. Mike Riley, un défenseur peut-être qui aime patiner.
pas nécessairement un top 4 défenseur, en tout cas pas à mes yeux. 17 points en 70 matchs l'année passée que je fais jouer avec Clifton, 10 points en 60 matchs. Et on ferme le tout avec Forbert, 14 points en 76 matchs l'année passée. Et Carrick, dans son cas, lui, il jouait avec le Kraken, si je ne fais pas erreur l'année passée. Exact, il jouait avec le Kraken, un joueur de 28 ans. 32 points en 59 matchs dans la Ligue américaine. Donc, est-ce qu'il est prêt de jouer LNH? Oui, je pense qu'il est capable de le faire. Mais c'est peut-être plus un 7e défenseur. En tout cas, bref, on vit avec ce qu'on a. Assurément, on aurait préféré avoir 2 autres éléments dans notre top 4 que ce qu'on a en ce moment. C'est pas la meilleure des défensives, mais on a des gardiens de but qui sont en feu. On a peut-être un des 2 tandems les plus expressifs et sentimentaux de la LNH avec Jeremy Swayman et Linus Ullmark. C'est 2 gars qui ont une belle je ne sais même pas si on peut dire une belle compétition. Ils ont une belle complicité à l'interne. Puis ils se soutiennent mutuellement. Puis c'est ironique parce que leurs stats vont dans ce sens-là. Ils sont à peu près pareils au niveau des statistiques. Il y a une différence d'âge par contre. Le Swayman est plus jeune. Mais il reste qu'au niveau statistique, c'est 2 gardiens de but qui sont assez pareils. Donc on s'est partagé la tâche du côté des Bruins de Boston. 41 matchs de chaque côté. Dans le cas de Swayman, on parle de 2,45 de moyenne et de 917 d'efficacité. Par contre, dans le cas de Jeremy Swayman, c'est lui qui a été utilisé essentiellement, pas essentiellement, même je pense que c'était pour tous les matchs. Je ne l'ai pas noté, mais je pense que c'était pour tous les matchs en séries éliminatoires. C'était Jeremy Swayman qui avait été utilisé comme gardien de but partant et non Linus Ullmark. De mémoire, en tout cas. Là. Moi, je ne l'ai pas marqué. Mais en tout cas, bref, il me semble de mémoire, c'est lui. Puis par la suite, on a Linus Ullmark, 41 matchs, 2.41, 914 d'efficacité. Fait que 917, 914 d'efficacité, on a 2 bons gardiens de but qui sont stables. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut sauver la peau des Bruins de Boston. À savoir, est-ce qu'on va être encore une 4e meilleure défensive dans la Ligue? C'est un point d'interrogation. Mais c'est quand même 2 gars qui sont capables de rattraper les erreurs d'une défensive qui peut être un petit peu plus malhabile. Et on ferme le tout avec Kincaid, qu'on a connu un petit peu avec le Canadien de Montréal, vraiment pas longtemps. Keith Kincaid qui a joué essentiellement dans la Ligue américaine l'année passée. 37 matchs, 2,94, 904 d'efficacité. Je ne crois pas que sa place est dans la Ligue nationale. On espère que nos 2 gardiens vont rester en santé pour toute la saison. Mais si on se fie à l'année passée, je pense qu'on s'en est quand même relativement bien sorti avec les gardiens de but. Fait que je pense pas que ce soit un élément qui soit un élément de panique. Alors, c'est une organisation qui, moi, je me risquerais pour dire qu'il va probablement être à peu près encore dans les mêmes positions. Parce que je ne m'attends pas nécessairement à une méga baisse, mais c'est sûr que le début de saison risque d'être difficile à Boston. Puis ça, la question qu'on se pose tout le temps, c'est l'adaptation des joueurs à un nouvel entraîneur. Ça, seul Dieu nous le dira et on verra comment ça va aller. Mais de manière générale, je pense que tu as quand même... Tu as un corps de leadership quand Marchand va revenir. Tu as un corps de leadership qui est capable de tenir cette équipe-là. Fait que moi, je vais y aller pour peut-être pas nécessairement, là, il était 10e, donc il était dans le premier tiers. Mais c'est une organisation, d'après moi, qui est capable de courir pour une place en série. Puis peut-être pas nécessairement dans le premier tiers de la Ligue, mais mettons dans le plus haut du 2e tiers de la Ligue. Ça serait, selon moi, raisonnable pour cette organisation-là. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? D'après vous, les Bruins de Boston vont terminer où? Est-ce que c'est une équipe qui peut faire les séries? Assurément. Est-ce que c'est une équipe qui va courir pour une place en série? Ou no fucking way, ils ne retournent pas en série cette année? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas, on y fait un petit j'aime et aussi on la partage pour qu'on soit un maximum de hockey fans à jaser de hockey, parce que c'est toujours plaisant de jaser de hockey. Et lorsqu'on s'abonne, on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres vidéos preview qui s'en viennent très prochainement. D'ici là, je vous dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très bientôt. Peace out.